Bien, alors à mon tour, évidemment, de remercier Xavier Kawatopor pour m'avoir fait en fait la surprise et l'honneur de clore ou de clôturer ces deux journées. Je dirais c'est un honneur en même temps, en effet, peut-être pas empoisonné, mais complexe, d'autant plus que la semaine dernière encore, je ne savais pas si j'allais venir à ces rencontres, donc ça s'est décidé absolument au dernier moment. Et puis, d'autre part, je me dis, en réfléchissant à la manière dont se sont déroulées ces rencontres depuis 4 ans, que finalement, c'est également un honneur injustifié dans la mesure où, bien évidemment, vous en êtes tous à tirer des conclusions après ces 2 journées passées qui, comme toutes les précédentes, je n'ai pas assisté à tout, mais j'ai souvent été sur le site quand j'étais absent, sont des rencontres absolument singulières et je pense exceptionnelles par rapport à un manque en fait qui existait en France. Alors, je dis ça évidemment pour m'excuser d'avance de l'improvisation dans laquelle je serai, enfin, improvisation relative, mais je dirais d'abord que cette improvisation, cette préparation d'improvisation a largement agité ma nuit et que je crois que cette nuit, Kirikou a tenté, mais en vain, de s'introduire sur les fresques du Parthénon et apparemment, il en a été rejeté. Je rajouterai aussi, pour non pas compléter ma présentation biographique, mais parce que ça me semble important de dire d'où je parle, que j'ai fait un petit peu un saut brutal parce qu'en ce moment, bon, Xavier venait de faire allusion à un abécédaire de la fantasmagorie. Je continue à y travailler et parallèlement, je travaille aussi sur une écriture qui concerne Jean-François Laguilloni. Et il y aura un livre qui sera publié probablement au printemps prochain, si tout va bien. Et puis, bon, je suis toujours dans mes chimères habituelles. D'abord, mes cours. Et dans ces cours, très souvent, j'insiste sur des univers qui me sont chers, et notamment ceux de Jan Shankmajer et de Valerian Borovchek, ou encore d'Emile Cole. Tout ça pour dire que quand je suis arrivé ici, que j'ai découvert ce programme et que j'ai écouté tous ceux qui se sont succédés à cette tribune et qui tous représentent des talents absolument extraordinaires, je me suis trouvé évidemment un petit peu à la fois exalté et en même temps noyé par cette diversité. Et je crois, pour préciser ce que je dis sur l'écriture, je voudrais préciser aussi un petit peu la façon dont je me situe, donc en dehors d'une certaine manière du milieu du cinéma d'animation, comme un observateur, puisque moi-même je n'ai jamais pratiqué l'animation, sauf un tout petit bout avec mes étudiants dans un film documentaire que j'avais fait il y a quelques années. Mais je crois important de dire ce qui, dans mon esprit, m'a renvoyé à l'importance de l'écriture critique. Xavier venait de faire allusion à Animatographe, et je vais peut-être surprendre certains d'entre vous, pour ceux qui me connaissent, mais je pense que l'importance de l'enjeu de l'écriture critique m'a été révélée par monsieur Robert Fitzpatrick. Je ne sais pas si le nom dit quelque chose à certains d'entre vous, mais c'est l'ancien président du California Institute of Art aux États-Unis et l'actuel président du musée d'art contemporain de Chicago. Mais à l'époque où je l'ai rencontré en 1988, il venait d'être nommé PDG d'Euro Disney Resort. Et donc j'ai eu une rencontre très très curieuse, en tout cas de mon point de vue, parce qu'il m'a reçu au moment où notre revue déposait le bilan dans son grand bureau des Champs-Élysées, un bureau très confortable. Et il m'a reçu avec une grande amabilité et il m'a proposé de racheter la revue, hein, je tentais de faire ça parce qu'on était en fait en cessation de paiement, et de me racheter avec.
hein, en tant que rédacteur en chef. Bon, j'avais rien a priori contre le fait de me vendre, je le dis pour d'éventuels producteurs qui seraient dans la salle, ou éditeurs. Mais le seul problème qui s'est posé, c'est que j'ai été surpris et je lui ai posé simplement une question qui n'a pas obtenu son aval. C'était: est-ce que je peux espérer continuer, en admettant que je sois racheté, d'orienter mon travail éditorial de la même façon que je le faisais auparavant dans l'animatographe? Et là, au moins, sa réponse a eu le mérite d'être extrêmement nette et sans appel. Il m'a dit: c'est hors de question. Du coup, j'ai renoncé à un salaire qui était tout à fait intéressant. Mais je crois surtout avoir compris ce jour-là que le fait de faire œuvre critique sur le cinéma d'animation, d'écrire à propos du cinéma d'animation, ça pose avant tout une question d'éthique. Et j'étais, je dirais, enchanté pendant les 2 jours de constater que finalement cette question d'éthique, elle nous concerne évidemment tous, et j'en suis convaincu depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les domaines qui sont d'une manière ou d'une autre concernés par cette écriture sur ou à propos ou dans le cinéma d'animation, que ce soit des écritures scénaristiques, des écritures de commentaires, je dirais, internes, institutionnels, dans les commissions à propos des projets qui sont proposés, de l'écriture de recherche, de l'écriture d'essais, des écritures également étudiantes, hein, les mémoires qui se développent aujourd'hui de plus en plus, ou des écritures journalistiques. Bon, il y en a bien d'autres. C'est-à-dire, je crois que l'acte d'écriture, comme évidemment l'acte de création, doit être totalement libre, sinon il est frappé d'invalidité. Et j'ajouterai une autre chose en préalable à ce que je dirai ensuite sur ce que je retiens des 2 journées que nous avons vécues ensemble, c'est qu'il me semble que ça se situe en plus dans un contexte très particulier. C'est-à-dire que tous les événements tragiques que nous avons vécus cette année, bon, je pense à l'assassinat évidemment des dessinateurs de Charlie Hebdo, je pense aux guerres civiles du monde arabe, je pense au parquage violent des migrants dans nos cités, et en particulier du côté de Calais, du côté aussi de Paris, bon, enfin tout ce que les informations nous rapportent, la xénophobie latente, etc., nous ont, disons, régulièrement rappelé à cette nécessité de l'éthique et ne sont pas étrangères à nos écritures. Et je me souviens d'ailleurs qu'au dernier festival d'Annecy, au mois de juin, j'ai été frappé par le fait, par exemple, de voir un court-métrage dans la section compétition, qui était un court-métrage de Jalal Magout, réalisateur syrien, qui proposait un film qui s'appelait Souleïma, et qui était un très beau portrait, très touchant, en fait, d'une femme qui a été prise à la fois dans le tourbillon révolutionnaire syrien et en même temps dans la répression qui s'en est suivie, et de la guerre civile et de la guerre tout court qui existe maintenant dans le pays. Je dis ça pourquoi? Parce que je pense que les rencontres de Fontevraud me semblent être une parfaite plaque sensible de cette vibration positive ou négative du monde, et qu'elle me semble être parvenue à un degré de maturité suffisant pour affirmer cette sensibilité au monde en mouvement, et sans mauvais jeu de mots, parce que je viens de citer des exemples tragiques. Alors, de ce point de vue, je dirais que d'abord, en ouverture des journées, les projets des nouveaux résidents, qui d'ailleurs, entre parenthèses, semblent être rassemblés un peu comme dans une couveuse. J'ai trouvé ça... Ça m'a fait penser un peu d'ailleurs à un dessin de Jean-François Laguilloni dans Gwen, hein, quand il y a un récitant qui prend le livre de la Redoute et qui fait réciter l'histoire du monde à partir des psaumes de la Redoute à des survivants d'un monde étrange.
Et je trouve que cet endroit-là, il ressemble un petit peu à ça. En tout cas, les projets des nouveaux résidents, évidemment, je les ai trouvés tous prometteurs. Je ne les citerai pas et je ne dirai pas même quelles sont mes préférences personnelles. Mais je trouve qu'à chaque fois, et en particulier cette année, j'ai trouvé qu'il s'exprimait une sensibilité à fleur de peau, une sensibilité justement à même de percevoir ces soubresauts ou ces problèmes du monde ou ces conflits qui nous concernent évidemment tous. De ce point de vue également, j'ai remarqué une petite remarque qu'a faite Christophe Serrand, que j'ai retrouvée, bon, en fait, après bien des années, on n'a fait que se dire bonjour, et depuis on ne s'est pas reparlé, mais je l'avais connu au Gobelin, quand j'enseignais au Gobelin, et sur la nécessité, et je trouvais très intéressant que sa parole vienne finalement de Los Angeles, vienne des États-Unis. Il a insisté sur le fait qu'il y avait une nécessité de s'ouvrir à la multiplicité des styles. Et ça m'a paru évidemment de très bon augure. Alors là, ça va être plus compliqué parce que je commence à entrer dans mes notes écrites. Je suis absolument illisible et si quelqu'un peut me lire, ils peuvent venir m'aider. Je dirais que pour résumer, ce qui a retenu mon attention, c'est que l'importance donc de ce jeu de l'écriture, plutôt de ces enjeux de cet enjeu de l'écriture du cinéma d'animation et l'éthique qui devrait l'accompagner m'a semblé affleurer constamment dans nos échanges, quels que soient, d'une certaine façon, les cas de figure auxquels nous ont confrontés les différentes sessions. Sans prendre dans un ordre chronologique, mais je vais citer certaines choses. Bon, il me semble évident, en tout cas pour moi, j'ai été extrêmement frappé, d'abord par le dernier film de Georges Schwitzgebel, et par le fait que ce film, si on y réfléchit, procède en réalité d'un poème goethéen, de Goethe, qui est en même temps un poème d'essence faustienne. Le roi des aulnes est en relation avec toute une partie de l'univers faustien que Goethe a développé. Et au demeurant, Georges Schwitzgebel a déjà abordé cette thématique faustienne dans d'autres de ses films. Et je vois là justement une résonance aux inquiétudes du monde contemporain. Et quand je vois ces films, je suis saisi par cette précipitation oppressante et tragique, par ces cycles et ces tournoiements. J'ai essayé de trouver des formules. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, mais à chaque fois que je dis ça, je parle 1 heure, alors bon, il faudra m'arrêter. Mais j'ai essayé de trouver des formules simplement pour résumer ce que j'ai retenu de certains d'entre vous. Pour moi, Georges Schwitzgebel, c'est cycles et tournoiements. Et ces cycles et tournoiements, de mon point de vue, semblent avaler quelque chose que je ne peux pas nommer. C'est-à-dire je suis en même temps saisi simultanément par le pouvoir d'absorption de l'image sur la musique et par le fait que ces deux médiums, image et musique, se fondent en un condensé d'une très grande intensité poétique. Et d'autre part, bon, j'en prendrai encore un exemple à propos de Georges. Je trouve que l'extrait qu'il nous a montré, dont j'ai plus le titre maintenant en tête, avec l'exemple de la musique de Michel Bokanovsky qu'il a choisi en définitive, est également une expression exemplaire de ce que j'essaie de toucher là maintenant. Bon, c'est une collaboration magnifique avec cette très grande compositrice qu'est Michel Bokanovsky. Et ce que j'essaie de désigner finalement, je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler une empreinte, une identité. Et vous savez que l'idée d'empreinte et d'identité, en termes linguistiques, et c'est une terminologie qu'a notamment utilisé Roland Barthes, en particulier bon, dans un livre que je lisais, alors ça c'est des recoupements qui font partie aussi
du travail peut-être de construction de mon écriture. J'étais en train de lire, il y a 2 jours, un livre d'Italo Calvino, de relire, qui est Le Baron Perché, parce que Jean-François Laguilloni m'en avait parlé, que ça l'intéressait. Et puis je suis tombé sur un texte de Roland Barthes, où Roland Barthes parle d'Italo Calvino et parle du Baron Perché, et dit à propos de l'écriture de Roland Barthes, pour tenter de trouver une définition synthétique de cette écriture, que cette textualité d'Italo Calvino, c'est ce qu'il pourrait appeler un idiolecte. Bon, le mot m'a plu, idiolecte, peut-être parce qu'il y avait idiot dedans, mais idiot, dans la composition d'idiolecte, ça renvoie en fait au grec idios, et idios, ça signifie propre, particulier. Quant à lecte, évidemment, ça renvoie à dialecte, et ça renvoie à l'idée de variante régionale d'une langue. Donc, en d'autres termes, l'idiolecte, si vous voulez, sous l'écriture, la plume de Roland Barthes et d'une partie des linguistes, c'est une manière de désigner une signature et une empreinte qui est reconnaissable entre toutes et qui combine, comme le dit Roland Barthes, un certain nombre de charmes. Et je crois que cette définition que je viens de donner, elle me semble être une notion peut-être pas parfaite, mais en tout cas un paramètre idéal, de mon point de vue, pour saisir ce qui s'est déroulé pendant ces 2 jours et qui me semble être au cœur des rencontres de Fontevraud. C'est-à-dire la mise en exergue ou la recherche d'une mise en exergue de singularité d'écriture du cinéma d'animation. Et évidemment, à partir de là, je me suis dit, bon, je tiens peut-être un petit fil parce que ça sera ma boussole pendant 2 jours. Je vais l'utiliser pour essayer de voir de quelle manière les différents projets qui nous sont proposés ou propositions fonctionnent ou non par rapport à cet idiolecte. Et puis l'autre règle que je m'étais fixée, c'était d'essayer de collectionner des réflexions que j'entendais à droite à gauche ou au cours de conversations qu'on a eues, parce que je crois aussi que les rencontres à Fontevraud comptent beaucoup. Même si les discussions ne sont pas très longues, même si les échanges à table ou dans les couloirs ne sont pas toujours ultra nourris, malgré tout, il y a quand même toujours quelque chose qui en ressort et qui, je pense qu'il faut ramasser ça un peu comme des détritus, hein, peut-être, mais filtrer tout ça parce que ça fait partie, de mon point de vue, de ce que nous réussissons à échanger pendant ces moments-là. Donc je vais naviguer, j'espère, rapidement entre ces idiolectes et ces quelques remarques à l'emporte-pièce que j'ai essayé de noter au fur et à mesure du déroulement des événements. Alors, il y a, par exemple, et là je vais être dans le désordre par rapport au déroulement des 2 journées, il y a quelque chose qui m'a beaucoup saisi, c'est la table ronde entre Hervé Joubert-Laurencin et Michel Oslo. Je crois que j'en parlais un petit peu après avec Jacques Kermabon. On n'était pas tout à fait d'accord et ça fait partie aussi, je pense, de l'intérêt de ces rencontres, c'est que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde, même quand on est proche. Et en même temps, je pense que c'est précisément ça, le moteur, l'intérêt de ces rencontres. Et donc, je lui disais, moi j'ai été intéressé par cette table ronde parce que Hervé a eu une façon très inhabituelle de dialoguer avec un réalisateur, et en dialoguant de cette façon inhabituelle, il changeait le curseur, disons, par rapport ou à l'habitude même qu'a Michel Oslo d'être interviewé, questionné dans des tables rondes, et il nous mettait également dans une certaine difficulté, en semblant sauter du coq à l'âne, poser des questions un peu incongrues ou qui ne semblaient pas tout à fait ciblées par rapport, disons, à une interview politiquement correcte de le modèle qu'on doit faire par rapport à tout réalisateur. Ça semblait dériver, et en même temps, ce qui ressort de mon point de vue de ce type d'entretien, c'est
au final une richesse formidable. C'est-à-dire que Michel Oslo a dit hier au soir des choses que je ne l'avais jamais entendu dire. Et on a finalement parlé décompartimentation, c'est-à-dire non pas spécificité de technique du cinéma d'animation, spécificité d'une technique uniquement d'une écriture liée à sa propre œuvre, mais pensée par rapport à cette œuvre. Et je crois que c'est l'un des enjeux, de mon point de vue, des rencontres de Fontevraud, que de réussir à toucher à cette pensée qui, en fait, anime beaucoup d'entre nous, mais qui souvent n'est pas exprimée totalement. Bon, je dirais que ça a été la même chose avec Georges Schwitzgebel sur un autre mode, parce que là, ça a été vectorisé, disons, par la démonstration incroyable qu'il nous a faite sur ces tableaux, j'allais dire, oui, enfin c'est une sorte de tabulation et de la pensée par rapport à la rythmique de la musique. Et je pense que ça, bon, c'est absolument essentiel dans les rencontres que nous avons. L'autre élément qui retient mon attention, et je pense que ça a été quelque chose qui est revenu beaucoup dans les conversations que j'entendais à droite, à gauche, c'est qu'il ressort de mon point de vue de tous ces échanges, de toutes ces rencontres, qu'il y a une vraie revendication dans le petit milieu que nous représentons ici, d'auteurs, de scénaristes, de réalisateurs, de producteurs, de distributeurs et d'autres, la revendication d'une vraie liberté de création. Et en même temps, j'ai aussi été très frappé par ça, d'une affirmation d'une dimension ludique, de la volonté de beaucoup d'entre vous, et je les comprends, de retrouver en fait nos gestes premiers, c'est-à-dire le moment incandescent où on a une idée et où on est encore finalement dans l'enfance, on joue. Et je pense que beaucoup sont à la recherche de ça. J'étais par exemple très frappé par ce que disait Sébastien Lodenbach quand il a parlé de Louane Hippo. Bon, très belle trouvaille. Et la démonstration qu'il a faite autour de ça m'a paru très représentative justement de ce type de recherche et du coup, en même temps, du hiatus que nous connaissons tous et qui existe depuis des années. C'est-à-dire, alors depuis des années, en ce qui concerne par exemple les écoles, depuis qu'elles existent, en tout cas, entre désir de transmettre, désir de travailler sur des données à la fois historiques, esthétiques, sémiotiques, etc., et en même temps contrainte du travail à l'extérieur de l'école, donc contrainte des chaînes de production et de distribution. Il y a une certaine souffrance qui s'exprime dans des projets comme celui que Sébastien nous a montré, même si en même temps il y a une grande légèreté. Mais je veux dire, une souffrance dans la mesure où c'est pas complètement reçu, où ça risque d'être reçu au prix d'une amputation, peut-être relative, mais quand même. Et je pense que Cécile avait dû l'interroger à un moment donné sur mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ton projet depuis qu'il y a de l'argent? Et la première réponse de Sébastien, ça a été de dire, enfin je dis de mémoire, des emmerdes. Et là, je crois qu'on est face au hiatus. Et ce hiatus, il est tout à fait intéressant. Alors, je vais essayer très rapidement pour conclure, et peut-être même vous laisser le temps de la parole, mais je ne sais pas si ça c'est prévu, de jouer simplement avec les idiolectes. Et je vais être beaucoup plus lapidaire que je l'ai été jusqu'à maintenant. Je m'en excuse auprès de chacun des participants, mais j'ai écouté attentivement tous. Et j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne les dirai pas. Je vais simplement essayer de jouer sur des définitions lapidaires. En ce qui concerne la table de la bande dessinée, pour moi, justement, là, c'est le jeu censuré. C'est-à-dire que les trois réalisateurs qui étaient présents
et productrices, tous finalement ont des univers, mais ils sont au final dans une résultante qui est ce que j'appellerais des idiolectes ripollinés. C'est-à-dire, je crois que le plus bel exemple qui a été donné l'a été par Émile Bravo, quand il nous expliquait que d'une certaine façon, il ne s'était pas impliqué dans la suite, qu'il avait découvert avec horreur d'une certaine façon le résultat, que ce n'est pas ça qu'il attendait, et que voilà, il avait raté probablement quelque chose en s'impliquant pas plus, mais c'était comme ça. Et là, je retiens une remarque que Maurice Corbet me faisait en aparté quand on est sorti de la salle, et on partageait, on a eu à peu près la même idée ensemble, et donc on a complété l'idée, c'est que c'est le public, quand même, par rapport à la bande dessinée, qui fait la moitié de la lecture, et dans un film, ou plutôt, on pourrait dire que dans un film, c'est comme, par exemple, chez Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau. Et là, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un problème que nous posent ces films, sans du tout retirer quoi que ce soit au talent des réalisateurs qui se sont exprimés très bien à ce sujet. Mais je trouve que c'est un débat passionnant et qui mérite d'être approfondi et poursuivi. Alors après, du côté des idiolectes diversifiés, il y a évidemment eu la démonstration superbe de Benoît Chieux, que j'ai trouvé ultra intéressante, avec quelque chose de très novateur dans sa façon de travailler, notamment sur le diagramme qui nous a montré la réflexion sur ces courbes, les lignes, les couleurs, etc. Je ne vais pas reprendre tout ça, mais j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et je venais de parler de Sébastien, donc je n'y reviens pas, mais simplement pour dire que la différence probablement entre les deux, et Sébastien m'a beaucoup touché pour ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de l'intérieur et qui revendique la part de l'inconscient, mais pas en tant que rêve ripolliné justement par des scénarios remoulus, etc., mais d'un inconscient brut, et qui travaille l'acte de création. Mais ce qui les rapproche tous les deux, et ça c'est une réflexion, disons, in petto que je me faisais, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on a maintenant une génération de jeunes réalisateurs qui s'engagent en même temps qu'ils ont une pratique sur un chemin de théorie. Alors c'est probablement dû au fait que les écoles se sont développées et que du coup, très souvent, on est obligé de partager son temps entre plusieurs fonctions. Alors ça peut être un mal et en même temps, là, on le voit, un bien formidable parce que ça annonce probablement une évolution dans le métier. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'étais parti au moment où j'ai créé Animatographe du constat que la critique de cinéma, telle qu'elle était née en France en particulier, était née au sein du cinéma en ce qui concernait la prise de vue réelle. Je pensais évidemment à Bazin et à tous ceux qui avaient fondé notamment les Cahiers. Et je me disais du côté du cinéma d'animation, c'est incroyable. Il y a une sorte de maladie, probablement, je l'espérais, infantile, mais elle a duré longtemps, et qui semble frapper ce milieu de malédiction, c'est-à-dire que personne ne prend la parole pour se faire en même temps l'orateur de cette pratique absolument singulière. Pardon. Alors oui, il y avait Alexeïev. Après, il y a eu Michel Oslo. Mais je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait sur l'animation et qui était capable d'exprimer. Et là, je crois que c'est quelque chose de nouveau. Et donc, c'est un bon signe, à mon avis, pour l'avenir. Ensuite, on a eu l'idiolecte du jeu analogique, formidable, là, tout à l'heure, avec Prix de Parne et avec Antoine Lopez. Et je retiens simplement le fait que chez Prix de Parne, de mon point de vue, c'est la fantaisie
auto-analytique, comme on parle d'ailleurs en ce moment d'une caméra auto-analytique, enfin analytique plutôt, une manifestation qui a lieu en ce moment au Centre Georges Pompidou. Je suis assez frappé par ça. C'est-à-dire qu'il a insisté sur la notion de fantaisie, même de fantasmagorie, et en même temps de l'analyse qu'il en fait. Et il nous a démontré à quel point il était rigoureux dans son humour. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis alors, je vais finir par une remarque, puisque j'ai laissé un peu de côté le travail que nous a présenté, très brillant, analytique, de Georges Sifianos. Alors lui aussi, pour qu'il le prenne pas mal, pour résumer, je l'ai appelé intérieurement le Champollion du Parthénon. Mais en même temps, j'étais très partagé, parce que je suis fasciné, comme lui, par ce rapport à l'histoire de l'art antique, à l'histoire de l'art préhistorique, à l'histoire de l'art de toutes les époques. Mais je me disais qu'il y avait évidemment un risque tautologique dans ce qu'il nous a présenté. Et j'ai tourné en dérision intérieurement une partie de sa présentation en me disant, finalement, ce qu'il a dit, qui par ailleurs présentait un grand intérêt, Alphonse Allais en aurait certainement beaucoup souri, parce que, d'une certaine façon, toute l'histoire de l'art procède de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on est parti du fixe, on est parti de la statuaire fixe, de représentation fixe, de la peinture, etc., du dessin de caricature au XVIIe siècle, pour arriver à un moment donné à une résolution synthétique qui a été le cinéma. Donc, bon, on peut discuter, et je pense que ça ouvre un grand champ de discussion, qui est celui de l'imaginaire mental. Et je ne veux pas utiliser évidemment le terme de cinéma d'animation appliqué à cette antériorité historique, à cette antériorité antique. Et donc, je conclurai avec ça. Ah, et non, simplement une dernière remarque sur ce que disait Georges. Et je me disais aussi, bon, après tout, est-ce que des métamorphoses de vide, on pourrait dire qu'il est un manuel avant la lettre du travail, par fait bréviaire, du travail de l'animateur? Non. Mais en même temps, il alimente complètement l'imaginaire actuel de grands animateurs, dont notamment Miyazaki, et Hervé Joubert-Laurencin avait notamment écrit à ce propos pour le voyage de Chihiro. Alors, je voudrais conclure simplement sur quelques propositions, parce qu'en plus, Xavier a compliqué l'exercice en me disant « ça serait bien que tu donnes des perspectives ». Mais en fait, j'ai aucune perspective, évidemment, à proposer, sauf les miennes. Mais moi, elles n'existent pas, c'est mes projets d'écriture. Mais malgré tout, j'ai quand même pensé à 2-3 choses. C'est-à-dire, je pense que cette idée de l'imaginaire du mouvement, ça, c'est une piste. C'est-à-dire qu'on a vaguement évoqué hier le nom de Marc Azéma, dont on parle pas mal, qui a été diffusé à la Cinémathèque française. Mais je pensais aussi, évidemment, à celui de Laurent Manoni, ou je pensais à Didier Huberman et à d'autres. Je pense, et en plus, nous ne sommes pas d'accord, je pense, dans le milieu, entre nous, sur ce rapport à l'interprétation antérieure de l'art, mouvement ou pas mouvement. C'est un vieux débat. Georges Bataille a écrit des textes extraordinaires à propos de la grotte de Lascaux à ce sujet. Et je pense que c'est une piste c'est un débat qui mérite plus de temps qu'une seule intervention, et qu'il faut poursuivre, à mon avis, dans cette direction-là. Il faut également aussi élargir, multiplier les découvertes des idiolectes que j'ai nommés. Et puis, enfin, je pense peut-être, si on avait plus de temps, si cette manifestation se multiplie, trouve des rebonds à droite à gauche, comme l'a expliqué Xavier, peut-être travailler sur les écritures que j'appellerais connexes, c'est-à-dire l'écriture d'abord de la critique, autant défendre ma propre paroisse, les écritures d'archives, très très importantes, l'écriture également, le langage numérique, toutes les codifications actuelles, tout ce qui se trame dans les coulisses au niveau de la conception des logiciels, etc., je pense que ça doit entrer dans notre champ de réflexion, parce que l'outil technique détermine toujours quelque chose au niveau
de la pensée, et donc ensuite de la pratique qui vous anime tous. Et puis enfin, je pense que ça serait bien de réfléchir aussi aux écritures de scénographie muséale. Xavier a évoqué le fait que j'ai été en charge pendant un temps d'un projet de musée. Bon, je n'ai pas complètement abandonné, mais j'espère qu'on en reparlera d'ici quelques temps ailleurs. Mais je suis évidemment pas le seul, et loin de là, à travailler sur des scénographies muséales, et je pense qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté. Et puis peut-être aussi sur ce que j'appellerais les écritures extensives. Bon, je pense par exemple au travail de Kentridge dans le théâtre, ou à ce que me disait encore une fois Jean-François Laguilloni, puisque je suis là-dessus en ce moment. Il me disait qu'il y avait eu une adaptation de théâtre, à Clermont-Ferrand d'ailleurs, par une troupe de Clermont, de la traversée de l'Atlantique à la rame. Donc voilà, je pense qu'il faut traverser l'Atlantique, il faut surtout beaucoup ramer.